Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. La métamorphose de Raphaël, c'est un roman sous forme de méditation poétique et initiatique sur la capacité de chacun et de chacune à se transformer profondément. Ce roman a été écrit par Patrice Lepage, ici présent, ingénieur de formation, fondateur de Terre Éthique, un espace de compréhension partagée autour d'une question transversale et universelle: comment l'humanité se nourrira-t-elle demain? Patrick Lepage est un accoucheur de projets soucieux d'unité sociale. Il a été, entre autres, le conseiller du président du Conseil de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il est amateur de récits qui éclairent le réel et lui donnent sens. Il fut directeur de collection chez un grand éditeur parisien et est l'auteur de plusieurs autres ouvrages. Patrice Lepage, merci d'être avec moi ce soir sur l'antenne d'IDFM. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les autres ouvrages que vous avez écrits? J'ai écrit L'Ange sur le pont, qui est un roman. J'ai écrit Le Raconteur de monde, qui est mon premier roman. Et j'ai édité au Cherche Midi un recueil de poésie qui s'appelle Advienne la légèreté. Et là, La métamorphose de Raphaël, chez Erol. Chez Erol. Qui vient de sortir, on peut dire. Oui, c'est sorti le 5 octobre. 5 octobre. C'est un roman donc sous forme de méditation poétique et initiatique. Alors, vous êtes toujours dans Terre Éthique? Non, j'ai arrêté Terre Éthique parce que je passais mon temps à chercher des financements et je pensais que j'avais autre chose à faire que de faire ça. Mais c'est dommage parce que c'était un lieu qui marchait bien, qui était intéressant, qui a duré 7 années. Et on y a fait des choses assez originales. Mais c'est comme toutes ces ces structures qu'on essaie de mettre en place, ou ces associations, ces fondations, il faut passer un temps infini à aller chercher de l'argent, à convaincre. Et moi, j'ai plus très envie de convaincre. J'ai envie d'échanger, mais j'ai pas envie de convaincre. Voilà. Donc j'ai arrêté. Vous n'avez pas envie de vaincre les cons. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la métamorphose de Raphaël? Qui est Raphaël? Raphaël, c'est un bobo parisien. C'est un jeune homme. Il a quoi? Il a la trentaine, 40 Oui, ans, voilà. Moi, je lui ai pas fixé d'âge, en fait. Ouais. Et il mène une vie qui d'un certain point de vue pourrait paraître enviable. C'est-à-dire qu'il est à Paris, il a des potes, il est branché, il est dans une entreprise qui ressemble à une start-up, à une espèce d'ambiance comme ça de gens qui créent ensemble des entreprises. Il est branché, il est moderne, il est contemporain. Il a une femme. Il a des potes, il a une tribu. Et ça, c'est le point de départ, et il va lui arriver des bricoles. Déjà, il arrive, il sort du Bataclan. Voilà. Et il le gère mal. Il le gère mal parce qu'en réalité, il est plus lucide que les autres. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il va mal gérer, c'est l'après. C'est la suite. C'est-à-dire que il est confronté à la violence, à la brutalité, à la sauvagerie comme les autres. Mais en réalité, il va très vite s'apercevoir qu'il y a ces événements déclenchent quelque chose qui est une sorte de rapprochement, une espèce de reconnaissance de l'autre. D'un coup, on s'aperçoit qu'on a des voisins. D'un coup, on se met à parler avec ses amis. Et puis, très vite, le quotidien va reprendre le dessus. Très vite, tout ce qui est futile, tout ce qui est banal, tout ce qui est le train-train quotidien va effacer en fait ce que le Bataclan aura provoqué. C'est-à-dire que cette espèce d'hyper-violence, elle va stresser les gens et les amener les uns vers les autres. Ils vont pleurer ensemble, ils vont parler ensemble. Lui, il va passer du temps au café à parler avec ses potes. Et puis petit à petit, il va entendre deux choses. La première, c'est que le quotidien reprend le dessus très vite et que tout disparaît. Et qu'on oublie qu'on a pleuré ensemble, qu'on oublie que on s'est vu à nouveau. Et la deuxième, c'est qu'il va voir cette espèce de production d'un discours où il est dit que comme c'est Paris, c'est l'humanité, c'est la civilisation qu'on attaque, c'est l'humanité qu'on attaque. Paris est le phare du monde, etc.
Et lui, il se dit, mais il y a des attentats partout. Donc, la civilisation est pas partout. Ceux qui meurent à d'autres coins du monde et dans les pays pauvres, c'est pas des humains, c'est pas la civilisation, c'est pas l'humanité. Donc, il comprend plus très bien ce qui se passe. Et il se dit que comme on prend pas le temps de comprendre ce qui se passe ou de chercher à comprendre ce qui se passe, ça va recommencer. Donc, ça génère une angoisse très forte chez lui qu'il n'arrive pas à dépasser, en fait. En plus, il a des problèmes avec Marion. Ouais. Donc, on va pas tout raconter, mais bon, ça s'arrange pas pour lui. Donc, il décide de prendre son sac à dos. Plus ou moins, hein. C'est pas il s'en va, oui, il va sauter sur une occasion qui est un séminaire, et ça va être la cerise sur le gâteau. Il arrive dans ce séminaire qui est, vous connaissez ça, c'est ces séminaires d'entreprise où on est stimulé, on est des winners, on est des gagnants, on est des futurs vainqueurs. Et en réalité, comme il est pas bien, comme il est décalé, comme il a pris une claque, il voit tout d'une manière différente. Il voit tout d'un autre point de vue, en réalité. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et donc, il a un regard beaucoup plus aiguisé. Et il va pas tenir le choc. Il va sortir de ce séminaire et il va pas pouvoir rentrer chez lui. Il va pas pouvoir réintégrer ses pénates parce qu'en fait, sa vision du monde a changé et que, du coup, lui, il est plus raccord. Il le dit, hein, il est plus raccord avec le monde dans lequel il est. Il comprend plus. Il dit faire référence à un idéal trop éloigné de la réalité, c'est une vieille méthode pour justifier de ne rien faire. Je souhaite la paix universelle et l'égalité pour tous, mais le monde n'est pas prêt, alors je me drape dans ma dignité et en attendant, je profite du système que je dénonce. Parce qu'il est vraiment très visionnaire aussi sur le monde dans lequel on vit. C'est un peu ce qu'on trouve dans votre livre. Hein. Ben, oui, c'est ça. C'était l'intention que j'avais, c'est-à-dire que je crois que quand on reçoit des chocs, quels qu'ils soient, il y a un côté pile qui est très douloureux, qui est très violent, et puis il y a un côté face qui est que ça nous ramène de la lucidité. Et en fait, Raphaël, c'est ça qui lui arrive. C'est-à-dire que ce choc, cette violence, cette douleur, la difficulté qu'il a avec Marion, tout ça lui le conduit à voir le monde différemment. Et donc là, il parle il parle des utopies. Il dit mais le meilleur moyen de ne rien faire, c'est de faire une utopie très très éloignée du réel. Donc vouloir la paix universelle, etc., etc. Et donc ça n'est pas possible. Et il s'aperçoit qu'en fait, au-delà du discours, lui, il a envie de changer de vie. Il a envie rien ne va, ni son travail, ni les relations qu'il a avec sa compagne, et ni le discours ambiant de cette société dans laquelle le Bataclan ne fait rien, en fait. C'est-à-dire, c'est toujours la même histoire des gagnants, des perdants, les gagnants qui sont glorifiés, une société qui passe son temps à générer de la consommation, et lui, il est décalé par rapport à ça. Donc, il a plus envie de ça, et donc il s'en va. Je me dis qu'en quelques décennies, nous sommes passés d'une société de groupe à une société d'individus. En très peu de temps, chacun de nous a acquis le droit d'exister en tant que personne. D'un coup, on a pu changer de milieu, s'affranchir de ses origines, habiter loin de sa famille, s'habiller comme on le souhaitait et non plus selon des codes préétablis. Je vous cite dans votre livre. Donc pouvoir exister comme un être unique et respectable, c'est plutôt une belle avancée quelque part. Mais bon, on est en plein individualisme aussi. Oui, ça c'est une discussion qu'il a avec des gens qu'il va croiser en montagne, hein, des espèces de vieux grigous qui vivent isolés en montagne. Et lui, c'est ce qu'il ressent, c'est-à-dire qu'en fait, il se dit, au fond, les sociétés du début du siècle, c'était des sociétés holistes, comme on dit, c'est-à-dire des sociétés basées sur le groupe paysan, le groupe ouvrier, enfin. Et la famille. Et la famille, bien sûr. Hein. Et donc, on n'y avait pas de place, l'individu n'y avait pas de place. Donc, c'est vrai que c'est une avancée que chacun puisse exister comme il a envie, dire ce qu'il a envie, s'habiller comme il a envie. On s'étonne pas. Bon, on va acheter un œil amusé parfois ou choqué quand on va voir des gens habillés en vert ou en fluo. Mais on n'arrête pas les gens pour autant. C'est-à-dire que le joug du groupe est beaucoup moins fort. Mais le petit hiatus, c'est que on voit qu'il y a une espèce de tension vers l'individu. C'est-à-dire que l'individu, ce qui aurait dû être de l'individuation au sens de Jung, c'est-à-dire le développement intérieur de l'individu, devient une forme d'individualisme et qui conduit à une
un isolement, une solitude absolument effroyable. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, l'idée, c'est quand même passer par l'individu pour rejoindre l'autre. C'est-à-dire développer sa capacité à exister pour soi, pour ensuite être capable d'aller vers les autres. C'est ça l'idée des individus tels qu'ils sont, hein, c'est-à-dire l'idée d'un individu unique qui pourrait se développer. Et donc, une fois qu'il est développé, il va vers l'autre. Là, on voit qu'il y a une espèce d'arrêt buffet, c'est-à-dire on est dans une phase hyper individualiste. Et on a l'impression que c'était ça le but, c'était être en tant que soi, très content de l'être, et exiger tout de tout le monde et tout le temps, quoi. Tout de suite, tout le temps. Il le dit, il en a marre, il a arrêté de vouloir tout. Et tout de suite, il le dit. Alors, Elio, c'est ce fameux berger qui vit dans la campagne. Elio dit qu'il a commencé à s'apaiser lorsqu'il a cessé de se poser des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Il se contente d'être à ce qu'il fait et comment il le fait. Et il dit qu'il est un paysan. Il y a des très beaux passages sur les agriculteurs. C'est normal puisque vous étiez quand même fondateur de Terrétique. Il défend les paysans. Il y a tout un passage sur la façon dont on regarde les paysans. Nous, en tant que consommateurs, on regarde les paysans comme étant les responsables de ceux qui ont mis les pesticides et de tous les problèmes de la planète. Et il y a de beaux passages dans votre livre justement sur regarder les choses un peu différemment. Mais oui, là, on regarde les agriculteurs et l'agriculture comme si on les regarde tels qu'ils sont aujourd'hui sans comprendre qu'ils viennent de très loin. C'est-à-dire que toute notre civilisation, elle est basée sur le passage de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à l'élevage. Donc c'est une très très longue évolution, c'est très long, très lent. Donc aujourd'hui, regardez, parce que d'un coup on a compris qu'il y avait une urgence réelle, impérative, à protéger l'environnement et à agir autrement, d'un coup, on juge les agriculteurs comme s'ils auraient dû tout comprendre tout de suite et tout seuls. En fait, les agriculteurs, ils n'ont fait que réaliser ce qu'on leur a demandé dans les années, je parle de l'agriculture moderne, dite moderne, industrielle, comme on dit. Cette agriculture-là, elle est née d'une injonction des années 60. Hein. Quand au sortir de la guerre, dans les années 50, il y a une pénurie, on veut développer une agriculture moderne, et donc ils vont être des très bons élèves. Sauf qu'au moment où ils produisent énormément, c'est-à-dire à un point tel que effectivement il y a des surplus, il y a des on va leur dire mais attendez, vous déconnez complètement, vous polluez la terre, etc. Sauf évidemment que ils vont avoir du mal à accepter qu'on les accuse d'une part, et ils vont avoir du mal à changer leurs pratiques. C'est très long, c'est très difficile de changer de pratique. Ils vont pas revenir à la charrue. Alors, si tu demandes autour de toi à des enfants ou à des adultes ce qu'ils espèrent pour leur vie, tu vas tout entendre, mais pas un d'entre eux ne va penser à te dire qu'il espère manger à sa faim. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va toujours manger à notre faim, qu'il suffit d'aller au supermarché du coin pour avoir ce qu'on a, mais c'est pas forcément ce qui risque de nous arriver si il y a un changement climatique et si demain il y a plus de céréales, etc. Oui, et puis demain on sera au minimum 9 milliards et demi. Il y aura probablement des tensions. Probablement l'humanité a de quoi se nourrir et sans difficulté, à condition qu'elle change de méthode. Mais ça veut dire qu'aussi on considère pas la nourriture comme quelque chose de banal. C'est pour ça que Elio dit ça, c'est-à-dire que il lui dit mais jamais le problème d'un gamin aujourd'hui, c'est qui a fait les courses, est-ce qu'il y a quelque chose dans le frigo et est-ce que ça va me faire grossir, est-ce que la date de péremption est passée. Mais à aucun moment il va réfléchir à où est-ce que c'est produit, comment, pourquoi. Quand on mange de la viande, il faut tuer les animaux. Ben ça c'est presque une surprise aujourd'hui. Donc on a une distanciation, on est quand même une société urbaine qui a une distanciation avec le vivant qui est très importante. Et du coup, ça met les agriculteurs dans une position extrêmement difficile. Ils ont besoin d'aide. Alors, la proportion de cons, de réactionnaires chez les paysans, elle est la même que partout ailleurs. Mais ceci étant, ils ont besoin d'aide parce que c'est très compliqué. Ils ont été de très bons élèves, ils ont utilisé les outils qu'on leur a donnés. Aujourd'hui, il en faut d'autres. Il faut qu'ils se réhabilitent, il faut qu'ils réhabilitent la terre et qu'ils se réapproprient le travail de la terre. Je crois qu'ils ne demandent que ça, parce que l'agriculture industrielle, ça coupe. Oui, mais on finance pas le bio dans le nouveau programme, donc
Donc, c'est un livre bon vivant aussi, hein. On mange, on boit. Alors, à un moment, vous dites des citrons, des abricots confits, des quartiers de pommes de terre, des gousses d'ail en chemise et un savant mélange d'épices pour relever l'ensemble. Le tagine est délicieux. C'est quoi des gousses d'ail en chemise? C'est qui n'ont pas été épluchées. Donc, ils les mettent comme ça dans le tagine? Ouais. Ils les font frire, en fait. Et ensuite, elles fondent tranquillement dans le tagine. Et comme elles sont dans leur petite coque, dans leur petite poche, elles sont fondantes tendres, à l'intérieur. Ça, elles sont tendres. C'est Leïla, elle est marocaine, donc elle a une culture. Leïla, la reine de la nuit. Elio qui fait très solaire quand même. Hein. C'est des prénoms qui sont pas là par hasard. Parfois, les choses s'accumulent parce qu'on les glisse quotidiennement sous le tapis. On fait semblant de ne rien voir, mais un jour ou l'autre, à l'occasion d'un choc, tout revient à la surface. Il y a beaucoup de choses qu'on glisse sous le tapis. Oui, quotidiennement. Mais c'est vital de le faire. Hein. On a besoin on peut pas affronter tout brutalement et facialement. Le problème, c'est que quand on met les choses sous le tapis, ce qui est une tactique de fuite classique et efficace, à un moment donné, ça s'accumule. Et si ça vient trop, j'allais dire, télescoper, contrarier en fait l'être intérieur qu'on est, au bout d'un moment, ça pète. Il y a plein d'exemples. Hein. Les burn-out aujourd'hui, c'est on a envie de travailler, on a envie d'être reconnu, on a envie aussi de marcher dans la combine, hein, de cette idée qu'il y aurait une société séparée en deux, d'un côté les gagnants, de l'autre côté les imbéciles, avec une très très faible proportion de gagnants et une très très forte proportion de perdants. C'est ça la réalité. D'imbéciles. Ou d'imbéciles. Et donc de fait, on fait semblant d'y croire. Donc on accepte tout, on accepte plein de choses. Et puis au bout d'un moment, on voit des gens qui explosent comme des ballons de baudruche parce qu'en réalité, c'est inacceptable. Les relations dans l'entreprise, les temps de travail, la pression, le stress, c'est difficile à supporter. Donc, quand on met ça sous le tapis, un moment ou un autre, ça pète. Comme quand dans un couple, on met beaucoup de choses sous le tapis, il y a un moment ou un autre, il y a une trop forte tension intérieure et ça finit par péter. Alors, on parle du couple. Je veux dire que bien souvent, nous espérons tellement trouver quelque chose chez l'autre que nous finissons par l'y voir. Là commencent les problèmes, car il y a de fortes chances que le compagnon ou la compagne en fasse autant de son côté. Cela ne produit que des malentendus et des conflits, j'ai quitté. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tendance à chercher dans l'autre quelque chose qu'on va voir. On va trouver ce qu'on cherche. C'est pas glisser sous le tapis, là, c'est le contraire. Non, oui, là, c'est le contraire, oui. Mais ça, c'est notre désir insatiable d'être aimé, qui est très fort, qui est très puissant, et qu'on gère souvent dans une solitude très silencieuse, très intérieure. Donc, on a tellement envie d'aimer et d'être aimé qu'on projette sur l'autre quelque chose qui n'est pas la plupart du temps. Et Edgar Morin avait dit des belles choses là-dessus, et moi je reprends souvent ça à mon compte. On est souvent tendu entre d'un côté disjoindre ou confondre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire soit on est séparés, totalement séparés, il n'y a pas de lien, hein, donc pas de vrai lien entre les personnes et notamment dans un couple. Soit on est confondu, c'est-à-dire on est dans une espèce de fusion où on est indistinct et où on finit par suffoquer littéralement. Et donc là, il faut être plutôt distinct et relié. C'est-à-dire être ce qu'on est et que chacun des deux dans le couple puisse être ce qu'il est et relié, puissamment relié. Mais je crois qu'on ne peut être relié qu'à partir du moment où on a trouvé en soi ce qu'on cherche chez l'autre. Hein. C'est-à-dire que souvent, on va chercher dans l'autre quelque chose qu'on doit chercher en soi plutôt. Animus anima. Mais on reviendra sur le couple après une pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est Georges Chelon, ça s'appelle La Métamorphose. C'est un petit clin d'œil dans cette émission. C'est une métamorphose aussi de vieillir. Donc La Métamorphose de Raphaël, par contre, qui est un roman paru aux éditions Erol de Patrice Lepage, ici présent. On a évoqué un peu l'amour à la fin de la première partie de l'émission. Et ce qui était intéressant aussi dans votre livre, c'est de voir, vous dites que le dépassement passe par la réconciliation avec l'autre et pas par son élimination, puisque Marion va avoir un psy et que quand elle rentre chez elle, forcément tout est de la faute de Raphaël.
Donc j'ai bien aimé cette phrase que finalement, si on veut faire la paix avec l'autre, que ce soit l'amour ou autre chose, le dépassement passe par la réconciliation avec l'autre, pas par son élimination. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va chercher chez l'autre, la plupart du temps, c'est l'idée qu'il est responsable de notre souffrance. C'est une grande constante. Alors, on fait pas ça quand on est très amoureux, ou là, c'est le contraire. Hein. Mais très vite, on va chercher chez l'autre. Voilà, par exemple, je vais prendre un exemple complètement banal. Je descends du TGV tout à l'heure, et donc j'attends dans la file, un type me bouscule. Donc j'apprécie pas qu'il me bouscule, je grogne. Et puis on se retrouve à la sortie, et c'est moi qui le bouscule. Mais je le fais intentionnellement et je le fais gentiment en fait. Et là il le supporte pas. C'est-à-dire que ce qui était supportable pour moi, c'est-à-dire qu'il me bouscule, n'était pas supportable pour lui. Et ben c'est la même chose, c'est-à-dire que on a une espèce de tendance un peu paranoïaque. On va trouver chez l'autre toutes les raisons qu'on a de souffrir. Or, je pense que on va arrêter de souffrir quand on va se réconcilier avec l'autre. Parce que les souffrances principales, elles sont à l'intérieur de nous. Alors, parfois, il faut être deux pour créer des souffrances. Mais il faut être deux, c'est-à-dire qu'il faut soit les accepter, soit être dans un jeu un peu compliqué. On a toujours la possibilité de se dégager d'une manière ou d'une autre. Alors, pour s'en sortir aussi, vous dites un jour, faites l'effort de remonter le temps, repassez les différentes étapes de votre vie et essayez de retrouver des moments où vous vous sentiez bien en relation avec le monde. Ça sera le thème de l'émission de demain soir sur Épicure. Mais c'est vrai que tous ces moments de grâce qu'on a eus, si on va les chercher, si on va chercher plutôt dans les bonheurs qu'on a eus, et on en a eu, ça peut aller beaucoup mieux. Ça peut aller beaucoup mieux, surtout si on se fait une idée du bonheur qui est un peu différente. C'est-à-dire le bonheur, c'est pas un continuum. J'avais dit ça dans une de mes poésies. C'est un archipel de moments heureux, hein, des petits bouts de rochers comme ça, où au milieu d'un océan de difficultés, de quotidien, de tâtonnements. C'est plutôt ça notre quotidien. Ça peut être très léger, mais la plupart du temps, on peut pas dire que notre quotidien soit du bonheur. Le bonheur, c'est des moments fugaces, et c'est très important de les capter, parce que c'est ça qui donne du sens en réalité. Hein, c'est pas le quotidien qui donne du sens. Même si on peut mettre du bonheur dans le quotidien en essayant d'être dans le présent. Hein, on peut faire la vaisselle en étant très inspiré, faire des choses très banales en étant très présent. Hein, mais pour ça, il faut avoir capté les moments de grâce. Oui. Moi, j'ai dans ma vie des moments forts, hein, notamment dans l'enfance. Je me souviens très bien quand j'étais petit, je devais avoir 5 ans, j'étais dans un des prés de mon grand-père. Et j'étais allongé dans l'herbe, je regardais le ciel, les bras écartés, et j'ai vraiment eu l'impression que rien ne pouvait m'arriver, je vivais un moment d'éternité. Et ce qui est très curieux, c'est que des années après, à des moments très noirs, à des moments très compliqués pour moi, c'est revenu, ces petits moments-là. Et quand on tire le fil, on voit qu'ils sont tous là, en fait. Ils sont comme attachés à un petit bout de fil. On se rappelle tel souvenir, puis tel autre, puis tel autre. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que ces moments de grâce viennent nous faire passer des moments, passer des étapes, et qui sont structurants intérieurement. On a le choix, chaque matin, soit d'arroser ce qui nous fait souffrir, soit d'arroser plutôt ce qui nous rend heureux. Soit d'aller chercher à nourrir ce qui nous rend heureux, soit au contraire d'aller fouiller dans nos vieilles blessures, et donc de fait la journée n'est pas la même. Et moi je crois qu'on a le choix. D'ailleurs, c'est un passage dans votre livre qui m'a rappelé des choses aussi de mon enfance, et puis un film aussi, je sais pas si c'est Forrest Gump, où ça se termine comme ça, où on voit un enfant vu du ciel. Enfin, plus ça va, plus on monte qui est couché. C'est vrai que je crois qu'on a tous vécu ça, un moment avec la nature où on fait un avec le sol, avec le ciel, avec tout ça. Et c'est vraiment des moments de grâce, des moments où on est dans une unité parfaite. Exactement. Moi, je crois que la nature, c'est une incitation à la méditation. C'est-à-dire, c'est une porte ouverte vers l'intérieur, contrairement à ce qu'on pense. Eh ben justement, vous êtes dans la méditation. Alors vous dites, je vais reprendre un rythme de méditation quotidien. J'en ressens la nécessité. Il y a quelques mois, j'ai trouvé une manière qui me convient bien.
Je ramène le corps debout, puis je visite chaque sous-système en créant un lien de l'un à l'autre. Après, je continue assis en posture isoquet et je suis une voix plus personnelle du verbe suivre. C'est quoi la posture isoquet ? C'est une posture qui est très simple, c'est assis sur une chaise, les deux mains posées sur les cuisses. C'est la posture des Égyptiens. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, c'est la posture assise. Les deux mains à plat, voilà. Moi, sur la méditation, je crois que chacun doit faire sa popote. C'est-à-dire, dès qu'il y a un dogme, je crois qu'il y a des moments où il faut apprendre avec l'autre, souvent. C'est difficile de structurer une pratique de méditation tout seul. Mais après, il faut faire sa popote. Il faut faire en fonction de ce qu'on est intérieurement, en fonction de son corps. Et une chose est constante à chacun d'entre nous, c'est que on oublie absolument avec une facilité déconcertante tout ce qui peut nous faire du bien. Et au moment où on a le plus besoin de ça, on l'oublie. C'est-à-dire au moment où vous êtes le plus stressé, le plus mal, vous oubliez qu'une méditation va ramener le calme à l'intérieur de vous et va dégonfler tout le soufflet de stress et d'angoisse. On l'oublie ou on n'arrive pas parce qu'on est tellement énervé qu'on a beaucoup de mal à lâcher. Oui, parce que comment dirais-je, on n'a pas la petite respiration qui permet de prendre ce temps absolument nécessaire. Mais on n'est pas éduqué comme ça. On est éduqué à être des gagnants. On nous dit, voilà, il faut aller très vite, faut être un être contemporain, c'est réussi, c'est un être qui est stressé, qui a des tas de messages sur son téléphone, qui peut pas s'en sortir, qui est appelé par son patron à 1h du matin, voilà, c'est ça. On nous a appris à être comme ça. On nous a appris qu'il y avait, dans la vie, les gagnants et les perdants. Et donc, qu'il fallait être sur le dessus de la pile. Donc, très agressif, très stressé. La compétition. Voilà. On nous a pas appris à gérer notre intérieur, à gérer notre capacité à trouver le calme, à gérer cette capacité indispensable à voir que nos pensées, les pensées qui nous traversent comme des nuages dans un ciel, c'est-à-dire qu'elles partent. On les retient, on s'accroche, on se dit j'ai pensé ça, c'est affreux, c'est terrible, mais laisse-le passer. Laisse passer. Quand on laisse passer les nuages, il revient toujours un moment ou un autre où il y a un ciel bleu ou des étoiles. Donc, on ne sait pas comment on fonctionne. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'échanges sur l'efficacité, l'efficience, les premiers et les derniers, mais on a très peu d'échanges sur qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce que la condition humaine, comment on peut faire dans la vie pour trouver une intériorité, un calme intérieur. Tout ça, on ne nous l'apprend pas. Moi, je pense qu'on devrait l'apprendre même à l'école. La méditation, ça devrait être des apprentissages de l'école. Ça devrait être des moyens de faire calmer une classe. On les fait asseoir en posture isoquet. C'est ok, c'est isoquet. Ça s'écrit I-S-O-C-A-Y, mais c'est ok, quoi. Alors, vous avez plein de recettes dans votre livre, La métamorphose de Raphaël, puisque c'est un livre initiatique. Donc, vous avez une dernière recette pour la route. Elle vous a été transmise par un vieil ami. C'est très simple et très puissant à la fois. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, vous vous dites que 3 choix s'offrent à vous. Soit vous pouvez changer les choses et vous le faites, soit vous ne pouvez pas les changer et dans ce cas, il y a 2 possibilités, accepter complètement la situation et cesser d'en souffrir ou bien partir. Ça s'applique à tout. Ça s'applique au couple, ça s'applique à l'entreprise. On a toujours le choix, en fait. On a soit le choix. Je vis une situation conflictuelle. Mettons le travail, parce que c'est plus simple et c'est plus commun. Voilà, je suis dans une entreprise. Il y a, je sais pas, un cadre de l'entreprise qui m'emmerde, qui me pourrit la vie, etc. Donc, dans ce cas-là, on voit les 3 cas de figure. Le premier cas, c'est, voilà, on s'en va. Ça nous convient pas, on s'en va. Mais c'est pas facile parfois. Et puis dans l'autre cas, c'est on accepte. C'est-à-dire on se dit ok, je suis là pour une raison, il faut donc que je désamorce ce conflit en ne lui laissant pas de place à l'intérieur de moi. C'est-à-dire en ne faisant pas écho à ce conflit. Faut pas bousculer la personne qui nous a bousculés. Voilà. Il faut se dégager, il faut faire du judo. Le judo, c'est pas la confrontation, c'est utiliser l'énergie de l'autre. Et la 3e solution, c'est de transformer les choses. C'est-à-dire de se dire j'ai la possibilité d'avoir un impact sur cette situation, et donc je la change. Mais il y a toujours une voie. Dans le livre, Raphaël fait référence au tableau de Dali. J'aime moi les tableaux de Dali parce que
ils sont toujours absolument fantastiques. Il y a un premier plan très prégnant, mais toujours dans les tableaux de Dali, il y a un horizon absolument vertigineux, sans limite. Moi, j'ai un peu cette perception de la vie. C'est-à-dire que je vois les choses qui sont très près, sont souvent très prégnantes, dures, elles sont compliquées, elles nous angoissent. Mais si on regarde bien, il y a toujours un horizon derrière. Il y a toujours. Et Raphaël, à un moment, il parle de son grand-père qui dit, je crois, il y a toujours un œil qui regarde une situation et l'autre qui échappe. Hein, un œil qui joue aux boules et l'autre qui compte les points, par exemple. Il y a toujours. Moi, j'ai vécu ça souvent. C'est-à-dire que quand j'étais dans une salle, je suis un peu claustro. Quand je suis dans une salle où il y a beaucoup de monde, je suis très mal à l'aise. J'ai toujours un œil sur la sortie, sur l'extérieur, sur la sortie. Et donc je peux être là et puis toujours m'oxygéner par l'extérieur. Il y aura Lucas aussi qui intervient dans votre livre et qui est un ostéopathe qui est convaincu que dès la naissance, chacun d'entre nous est doté d'une faculté de compréhension lumineuse du monde, mais que, malaxés par nos vies biscornues, nous en perdons très tôt la mémoire. Selon lui, selon Lucas, notre lot serait de passer notre vie à nous souvenir de ce que nous savons déjà. Et donc Raphaël, curieusement, ces derniers jours, en a fait l'expérience concrète par petites touches. Donc selon Lucas, notre lot serait de passer notre vie à nous souvenir de ce que nous savons déjà. Et cette phrase, elle m'a bien parlé parce que, à votre avis, pourquoi il faut se souvenir de ce qu'on sait déjà ? Mais moi, j'en ai une perception très simple, c'est-à-dire et j'allais dire très expérimentale. C'est-à-dire, par exemple, après de longs temps de méditation, par exemple, hein, je sais pas, une balade en montagne qui se passe très bien, avec une perception fantastique de tout ce qui m'entoure, je vis un moment très spirituel, très fort, très puissant, hein, où à l'âge que j'ai, hein, c'est-à-dire avec toute l'expérience que j'ai. Donc je sens un moment spirituel, je sens que j'appartiens à quelque chose qui me dépasse, je sens que il y a une solution à la difficulté de la condition humaine quand on arrive à comprendre que plein de choses nous dépassent et qu'on fait partie de quelque chose où on existe tout en étant dilué dans l'ensemble, hein, ce qui est plutôt, moi je trouve ça plutôt rassurant. Donc ça c'est une pensée très spirituelle. Eh bien, j'ai fait l'expérience de me rappeler que quand j'avais 4-5 ans, j'étais dans le même état, exactement. C'est-à-dire que j'avais la même conscience spirituelle. C'est-à-dire que je n'ai pas acquis cette conscience spirituelle par mon expérience tout au long de ma vie. Je n'ai fait que la renforcer, que venir la chercher. Et ça rejoint une idée qui ne m'est pas propre, hein, qui ne m'appartient pas qu'à moi. Qui est que on a à l'intérieur de nous quelque chose de lumineux et alors je n'oserais pas dire divin parce que moi je suis profondément athée, mais en tout cas je crois à quelque chose, je ne sais pas en quoi je crois, mais je crois, mais pas en un Dieu omnipotent, ça me dépasse. Par contre, je suis convaincu qu'on a quelque chose de lumineux, d'extrêmement spirituel à l'intérieur de nous et qu'il faut s'en rappeler. On a une connaissance, cette fameuse connaissance infuse, on a quelque chose qui sait tout, ou qui sait beaucoup de choses. Quand vous faites une méditation et que vous arrivez au moment de silence, c'est-à-dire quand vous avez passé tout le fatras, le bruit, que votre cerveau n'est plus un hall de gare, que c'est le calme, souvent vous vient une réponse à une question sur laquelle vous coincez. C'est-à-dire d'un coup, hop, vous avez une réponse immédiate. Quand vous avez débarqué, le passager clandestin, comme vous le dites dans votre livre, on va faire la deuxième pause musicale. On va se retrouver tout de suite après sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous parlons de la métamorphose. C'était Selena Sophia, ta métamorphose sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Dans cette troisième partie de l'au-delà du miroir, avec Patrice Lepage, la métamorphose de Raphaël. J'ai bien aimé aussi dans votre livre, Patrice Lepage, quand vous dites il y a bien longtemps qu'il n'avait usé de ce stratagème, faire parler ses parents intérieurs. On fait toujours parler son enfant intérieur, on fait rarement parler ses parents intérieurs. Oui. Mais ça, c'est un truc d'orphelin, ça. Oui. Quand les parents sont absents pour une raison ou pour une autre, l'enfant, il a cette capacité d'aller chercher des références, quoi. Il les crée, quoi. Alors, il les crée avec des doudous,
il les crée avec des objets extérieurs et puis il les crée avec des voix intérieures où il va parce qu'à un moment ou à un autre il a été aimé par ses parents, même un temps court, il a une sorte de référence intérieure. Donc il va poser une question et il va entendre la voix du père ou la voix de la mère qui va répondre à cette question, qui va dire voilà, moi je ferais comme ça ou je ferais comme ça ou c'est pas grave ou c'est pas important. Il va se calmer en fait en allant. Ce qui est très drôle, c'est que quand l'enfant évolue, quand il grandit, s'il est confronté à cette solitude de parents absents, il va structurer sa réflexion, il va structurer des outils, des méthodes, des façons d'avancer, et il va les mettre dans ses voix intérieures, ses petites voix, ses grandes voix. Raphaël, il a ça, il a une petite voix qui est rigolote et qui se fout un peu de sa gueule. Et puis, il a une voix profonde. Il a une voix qui vient lui donner des réponses, lui suggérer des choses, l'alerter, en fait. Et en même temps, il a perdu l'image de sa mère. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins vécu. C'est vrai que quand les gens disparaissent de notre vie, on a du mal à se rappeler de leur visage. C'est une manière qu'on a de... Alors, là, Raphaël, il a été confronté à ça quand il est jeune, très jeune. Donc, quand un enfant jeune perd un parent, et notamment une mère, il faut qu'il se cautérise très vite. Il faut qu'il oublie. Et donc, c'est très dur. C'est très dur d'oublier parce qu'en fait, il oublie celle qui lui manque et qu'il aimait. Et inexorablement, il l'oublie. Mais il l'oublie parce que la douleur est tellement importante, tellement forte, qu'il y a une nécessité absolue d'oublier. Donc il oublie. Il rentre dans un espèce de coton, une espèce de ouate qui va en fait le protéger de sa souffrance. Et donc il faudra qu'il se rappelle de ça aussi. On parlait de ce souvenir. Après, il va faire ce travail intérieur d'aller chercher sa mère, de se rappeler de comment elle était, de qui elle était, de comment elle lui a réellement manqué. Mais un enfant, quand il est confronté à la mort d'un parent très jeune, il fait comme, vous savez, ces renards qui sont, je sais pas si vous savez ça, les renards qui sont pris dans un piège, il se coupe la patte. Il la coupe, il la mange. Mmh. Et il la sectionne et il laisse la patte dans le piège. Et il fonctionne avec le reste. Les chats aussi font ça. Oui. Les chats aussi font ça. Alors, il y a Lucas. Lucas qui dit... Non, c'est pas Lucas, c'est Elio qui doit dire ça. Elio dit, en parlant de Lucas, il dit que Lucas a raison, alors que jamais nous n'avons eu autant les moyens de le faire. Nous sommes incapables de prendre le temps de réfléchir à ce qui est bon pour nous individuellement et collectivement. Nous sommes tous pressés dans tous les sens du terme et cela nous empêche de respirer et de faire de chacun de nos gestes un acte plein et réjouissant. Il nous faut des accidents, des ruptures pour nous arrêter et lever le nez du guidon. As-tu remarqué que beaucoup de nos contemporains commencent à rentrer la tête dans les épaules en redoutant et peut-être en espérant secrètement l'imminence d'une catastrophe? Moi, je peux pas m'empêcher. Je suis très écologiste. Je pense qu'il y a une urgence à changer nos méthodes, à changer nos façons de pomper la terre, comme on le fait. Mais néanmoins, dans la façon dont on parle de ça, j'ai l'impression qu'on l'espère. On espère l'apocalypse. Mais c'est comme si on pouvait plus faire autrement. Oui. Mais moi, je crois qu'on l'espère parce que cette époque est quand même pauvre en sens. C'est-à-dire que on ne trouve pas beaucoup de sens dans l'époque contemporaine. Non, et puis on ne veut pas se remettre en question. Oui, ça voudrait dire arrêter de rouler en diesel, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. On n'a pas envie. Oui, ça veut dire il manque. Quand j'avais travaillé sur les questions de la protection de l'environnement, j'avais proposé qu'on rajoute un E, vous savez, c'était les 3 E, c'était écologie, environnement, économie. Et moi, j'avais proposé qu'on mette esprit, parce que je pensais Ou espoir. Ou espoir, oui, voilà. Le E aurait servi aux deux. Mais c'est vraiment notre façon d'envisager le monde et de nous envisager dans le monde qu'il faut changer. Si notre seule façon d'être heureux, c'est d'acquérir, c'est de consommer sans cesse, ça n'a aucun sens. Et effectivement, ça aboutit à quelque chose d'un peu apocalyptique. Donc, je crois que beaucoup de contemporains espèrent secrètement l'apocalypse parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du sens dans leur vie. Si on change ça, si on trouve du sens dans nos vies, et il y en a du sens dans nos vies, il y en a fortement, puissamment,
Et ne serait-ce que la question écologique met du sens dans la vie. C'est-à-dire que c'est une autre façon de vivre, une autre façon de considérer le monde et la nature. Donc ça, c'est plein d'espoir et c'est très structurant. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, Raphaël. Raphaël, il va aller se plonger dans la nature et c'est ça qui va le ramener à lui-même. C'est ça qui va ramener la lumière à l'intérieur. Hein. Il revient en contact avec la nature. La nature ramène le corps et le corps ramène l'intérieur. C'est-à-dire, il se sent vivant, donc il se sent dans le présent. Donc, il a une capacité à se reconstruire intérieurement. Alors justement, il lui dit, tu as raison, il est temps de faire autrement. Et qui mieux que nous pour faire cela? Ni le dieu de la montagne, ni celui des traders ne le fera à notre place. Et si le monde est, comme je le crois, le résultat de ce que nous avons secrètement projeté, alors il doit nous suffire de changer notre regard intérieur pour le transformer à nouveau. C'est ça qui est sympathique, parce que vous dites un peu plus loin que le vrai changement est toujours immédiat. Ça serait bien que ça va se faire d'un seul coup. C'est-à-dire que d'un seul coup, le changement va être là. Moi, je crois que le changement est toujours immédiat. Le vrai changement. Hein. Alors, je parle pas d'adaptation, je parle pas de faux changements. Je parle de vrai changement, changement profond. Un changement, c'est immédiat. Mais ça met très longtemps. C'est-à-dire qu'on met longtemps à comprendre qu'on peut changer, et lorsqu'on change, on se demande comment on a pu être autrement. Vous voyez, quand j'ai pas d'exemple en tête, mais si vous avez peur de franchir, je sais pas, d'aller dans la rue parce qu'il fait noir, et que vous arrivez à dépasser cette peur, après vous vous dites mais comment j'ai pu avoir peur de ça? Ça n'a pas de sens. Donc, quand on arrive à changer, c'est un changement global, c'est un changement, ça se voit, tout change. Et quand on change, on fait changer les gens autour de soi. Mmh. Et cette jolie phrase aussi, une fois passé de l'autre côté, non du miroir, mais du brouillard, une fois passé de l'autre côté du brouillard, la peur disparaît. Oui. On est dans le brouillard en ce moment. Hein. Mais on est tous dans des brouillards intérieurs, hein, donc la société dans laquelle on vit, elle ne peut pas être autrement. Et je crois qu'il y a beaucoup de solitude et beaucoup d'inquiétude. Et on se parle pas assez. On a monétarisé la parole, c'est-à-dire quand on va parler devant un psy qui nous demande une fortune, donc on peut pas tous y aller. La plupart des gens peuvent pas y aller. Et donc il faut réhabiliter les lieux où on se parle, les endroits où d'une manière un peu banale, on finit par se parler et dire des choses un peu fortes. On a besoin. Pour moi, un humain, c'est une expérience. Chaque humain est une expérience, et donc on a besoin d'échanger sur l'expérience qu'on est. Et sur ses états intérieurs. Hein. C'est bien de parler de consommation, de futilité, mais de temps en temps, il faut être capable de se parler vraiment, quoi. De parler vraiment de ce qu'on ressent. J'aimerais aménager une roulotte, une vieille caravane de gitans. L'été, je viendrais la garer dans des endroits improbables. J'installerais une table et 2 chaises sous un parasol. Chacun pourrait y venir pour échanger un peu, parler avec un inconnu qui s'en irait après. Un café itinérant, sans alcool, sans paiement, sans obligation de céder à la tristesse livide des discussions de comptoir, sans autre enjeu que celui de se croiser en toute humanité. Ouais, ça c'est bien. On faudrait remettre des bancs aussi un peu sur les trottoirs. Hein. Et ça c'est Raphaël, quand il aura construit quand il sera revenu à l'intérieur de lui, il se tourne vers les autres. Quand on est distinct, contrairement à ce qu'on croit, être un individu singulier, exister en tant que soi, c'est obligatoirement se tourner vers les autres. Si on reste coincé en soi, dans une espèce d'égotisme triste et angoissant, quand on est vraiment soi, on n'a plus peur et on va vers les autres. Et c'est ce que vous écrivez: lorsque je n'ai plus été encombré par ces peurs qui prenaient racine dans mon passé, dont je cherchais désespérément les causes dans le présent, j'ai pu laisser émerger ce que j'avais choisi d'ignorer. J'ai compris que j'avais toujours eu le choix, même si je ne connaissais pas vraiment les raisons de mes choix, comme ces enfants battus qui font le choix d'aimer leurs parents parce que, consciemment ou pas, ils pensent que c'est mieux que rien, ou parce qu'ils croient secrètement être responsables de ce qui leur arrive. On a toujours le choix. Oui, moi je crois, mais c'est très compliqué à comprendre, mais oui. C'est surtout très compliqué à accepter. On a toujours le choix, même si on a bien souvent décidé à des moments, c'est souvent des moments infimes, des petits moments, des petits virages en fait, qu'on prend pas, ou qu'on prend.
Et là, il y a une inflexion. Et ensuite, on doit assumer, en fait. Moi, je crois que quand on arrive à être plus habité intérieurement, on est vraiment conscient de ses choix. Et on les fait en conscience. Et donc, on les assume. Et donc, il n'y a plus ce fatras d'aller chercher chez l'autre la responsabilité de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, ou de ce qu'on a. On va toujours chercher la responsabilité chez l'autre, alors que, en réalité, on a souvent le choix. Alors, après, je ne dis pas que tout est facile. J'entends Macron, en ce moment, là, parler du mérite, etc. Mais c'est sympathique de parler du mérite quand on est né ici. S'il était né au Sahel, peut-être qu'il n'aurait pas la même notion. Qu'est-ce qu'il aurait été, Macron, s'il était né au Sahel? Un puits de pétrole. Qu'est-ce qu'il aurait été s'il était né avec des parents, entouré de parents qui l'aient abandonné ou je sais pas quoi? Il n'aurait pas été le même. Donc, le mérite, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci étant, une fois ça dit, je pense que, quel que soit l'endroit où on est, qui qu'on soit, on a toujours le choix. Simplement, on n'a pas la présence, la conscience, la force intérieure pour le comprendre. Et je terminerai sur cette phrase que je vous ai déjà dit, mais que je vous demande de méditer. Tu as raison, il est temps de faire autrement. Et si le monde est, comme je le crois, le résultat de ce que nous avons secrètement projeté, alors il doit nous suffire de changer notre regard intérieur pour le transformer à nouveau. Vous avez une citation pour terminer l'émission? J'aime bien celle qui me vient là à l'esprit, je ne sais pas pourquoi, c'est une citation de Jaurès qui dit qu'en gros, il faut partir du réel pour viser à l'idéal, et non l'inverse. Hein. Et partir de ce qu'on est. Et il y a un moment, je parle Raphaël parle, Elio parle du bien-être animal et des questions autour du bien-être animal. Et je crois par exemple que cette discussion, elle nécessite qu'on parte du réel. Le réel, c'est que dans le vivant, il y a la mort. Il y a pour manger, il faut tuer. Et que ce soit des végétaux ou que ce soit des animaux. Et donc, on a besoin de partir du réel pour viser à l'idéal. Et non pas rester dans une espèce d'abstraction infantile. Je pense que partir de ce qu'on est, c'est toujours très très important. Merci Patrice Lepage, La métamorphose de Raphaël aux éditions Erol. Sinon, on vous retrouve. On me retrouve sur mon Facebook. J'ai une page fan. C'est patricelepage.auteur. Merci beaucoup. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.